Révolution digitale, épisode 46. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer, Podbean ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invité d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de deux frères, Bakang et Dicom, et de Sylvain, un trio franco-américain passionné par le bien manger que l'on a vite surnommé les Muesli Boys. Les fondateurs de Dear Muesli surfent depuis 2015 sur la vague du fait maison et sont déjà une référence du petit déjeuner healthy et du snacking qui fait du bien. Alors qu'ils travaillent ensemble pour financer leurs études, les trois amis ont une idée d'une marque authentique et inspirante qui invite les consommateurs dans leur univers de manger sain et d'allier saveur et plaisir. Ceux qui avaient commencé avec leurs simples économies sans se rendre compte qu'ils entreprenaient ont à présent une équipe de 8 personnes et n'ont pas fini de nous inspirer. Tribu Digital, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Bakang Tonje. Bonjour Bakang. Salut, merci de m'accueillir et de m'inviter sur le podcast, ça fait plaisir. Le plaisir est entièrement pour nous et alors je suis obligé de vous demander, est-ce que vous êtes prêts à nous inspirer ? Ouais, carrément, je vais essayer de faire mon possible pour vous inspirer à travers mon histoire, notre histoire en réalité. Alors, Bakang, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous. Alors, qu'est-ce que les gens ne savent pas sur moi ? Bah, à la base, ma vie personnelle, elle est rythmée par pas mal de sport. Je fais pas mal de sport, j'essaie de faire un peu de méditation. Et avant, et je vais essayer de le refaire, j'aime beaucoup voyager. Et j'ai un petit truc que j'aime faire, c'est quand je voyage, surtout dans les pays, on va dire africains, asiatiques, ou enfin un peu partout, mais c'est un peu plus cher en Occident. J'aime bien acheter de l'art. Donc j'essaie de revenir avec une peinture, avec une sculpture ou voilà une petite œuvre d'art. Voilà, c'est mon petit truc. Ouais, et d'ailleurs, en parlant d'art, on peut dire que vos produits, c'est de l'art aussi, et on va y revenir. On va parler de Dear Muesli, de vos projets. Merci. Et, mais d'abord, on vous appelle les Muesli Boys. Donc, il n'y a pas de doute, on sait ce que vous faites. Mais pourquoi on vous appelle les Muesli Boys ? Qui est venu avec ça ? C'est dans la presse ou alors, les Muesli Boys, c'est venu avec le travail. En fait, on travaillait tous ensemble à Abercrombie & Fitch. Et en fait, comme on vendait à tous nos collègues, on s'est fait choper en fait par nos supérieurs au bout d'un moment qui nous ont dit oh les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous foutez un peu la merde, je sais pas si je peux parler comme ça, mais vous faites un peu le bordel quoi. Et en gros ils nous ont, pour nous nommer, comme ils connaissaient pas forcément bien nos noms, ils disaient juste les Muesli Boys. Et comme tout le staff était américain, c'est juste un truc qui est resté. Ça fait que tous nos potes après, quand on était tout le temps à 3, ils nous appelaient hey les Muesli Boys. Et c'est un truc qu'on a gardé. Et puis au fur et à mesure, finalement, c'est devenu un peu notre surnom, quoi. Tout le monde nous appelait comme ça, et puis on l'a gardé. Donc les Muesli Boys, et maintenant Dear Muesli, qui est la société, qui est le projet que vous avez créé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus au sujet de ce projet et nous dire comment vous générez vos revenus et pourquoi vous avez choisi ce business model particulier ? Alors, Dear Muesli, donc c'est une marque donc de céréales. On est spécialisé dans ce qui est granola, muesli. Et l'idée, en fait, c'était juste on a vu qu'il y avait un gap énorme entre ce que les gens voulaient réellement et ce qu'on pouvait trouver dans les magasins et en GMS. Toutes les céréales étaient beaucoup trop sucrées.
à part certaines recettes assez très, on va dire même classiques dans les magasins bio. Et nous, pour nous, l'idée, c'était de dire, OK, comment on peut faire pour venir avec un produit qui va être à la fois sain et gourmand, avec des recettes, avec des produits vraiment de première qualité. Et l'idée, c'était de le faire online. Donc, nous, on s'est concentré vraiment à construire un business qui était tourné autour du digital, et on s'est dit qu'on va cut le middleman et aller directement avec le client, ou voir le client. Oui, et d'ailleurs, en parlant de digital, vous avez sur votre site internet, on peut cliquer sur une page où on peut créer son propre muesli ou son propre granola, mais elle ne fonctionnait plus aujourd'hui. Et je me demandais. Exactement. Alors, on avait donc cette page qui permettait aux gens de créer leurs propres recettes. Une page qui est encore très, très, très demandée par nos clients actuellement. Et en fait, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on arrive avec une version 2 qu'on a travaillé pendant vraiment longtemps. Et en gros, on va pouvoir permettre aux gens. En fait, on travaillait sur un algorithme pendant un moment parce qu'on voulait aller plus loin. Notre mission, c'est vraiment de pouvoir proposer aux gens des produits sains, mais essayer de comprendre et de connaître la personne pour pouvoir vraiment lui proposer des produits qui sont adaptés. Et du coup, on a travaillé avec un algorithme, avec des nutritionnistes pour pouvoir créer un algorithme qui allait créer des recettes qui étaient adaptées au métabolisme de chacun. Donc en fait, on s'est rendu compte que on est tous différents, on a tous une façon de digérer les ingrédients différemment, on a tous des carences différentes parce qu'on a une routine différente, et on désirait vraiment s'adresser à chacune des personnes de façon unique. Et la seule façon de le faire, c'est de créer des recettes qui étaient adaptées à leur métabolisme, à ces personnes-là. Et du coup, on s'est vite rendu compte que de toute façon, le gap, on allait vite le remplir, parce que quand on se retrouve dans les magasins et que les GMS vous disent nous on vous connaît, vous aimez le chocolat, etc., non, en réalité vous connaissez pas. Nous on vous connaît, nous on va s'adresser à vous et on va vous donner exactement ce dont vous avez besoin, et pas la même chose que celui le voisin qui a pas du tout le même quotidien que vous. Alors, en tout cas, c'est vachement ambitieux comme concept. Et comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Alors, est-ce qu'on doit s'inscrire sur votre site, exact, et puis il faut répondre à un questionnaire ou... Ouais. Exactement. Alors très concrètement, ça va être exactement ça. Donc les gens vont venir sur notre site, ils vont devoir répondre à un questionnaire. Pour ceux qui ont des applications sportives telles que Fitbit, etc., ils vont pouvoir les plugger en plus. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un certain nombre de données qui vont nous permettre de savoir quel type d'alimentation ils ont, combien de sports, combien de fois ils font de sport par semaine, et plein d'autres informations qui sont un peu privées, qui vont nous permettre de déterminer un peu leur façon de s'alimenter et le régime alimentaire vers lequel ils devraient se plier. Il y a aussi une question qui va être intéressante, c'est on va leur demander en fait quel est votre objectif et quel est votre régime alimentaire actuel. Et toutes ces choses-là sont prises en compte pour pouvoir proposer le meilleur granola et muesli possible. Alors justement, en parlant de granola et de muesli, moi j'ai eu un grand débat ce matin avec Hélène, et on se demandait c'était quoi la différence exacte entre un muesli et un granola. Alors question ça, fondamentale. C'est la grande question. Ouais, c'est une grande question qu'on nous pose assez souvent. Je pense qu'on va faire une page dessus sur notre nouveau site. En gros, donc le granola, c'est l'avoine mélangée avec du liant à la base et qui est passé au four. C'est du granola, c'est croquant. Et après, il y a le muesli. Donc le muesli, lui, c'est le flocon d'avoine sec, non transformé, qui va être mélangé avec différents fruits, secs ou pas. Ça, c'est le muesli. Ensuite, tout ça, il y a une grande famille qui reste la famille du muesli. Le muesli, à la base, c'est le mélange entre de l'avoine et des fruits. Donc le granola, quelque part, c'est une sous-famille du muesli. Waouh. Donc en fait, c'est ça, c'est finalement beaucoup plus scientifique qu'on ne le pense. Non, je déconne. C'est vachement intéressant parce que j'étais là en train de me manger justement, je pense que c'était un muesli ce matin. C'était pas un dire muesli, mais je promets que le prochain ce sera un dire muesli. Et d'ailleurs, j'étais sur votre page avec tous les produits et j'étais en train de me demander waouh, ils ont l'air tous super bons. Et j'ai envie de vous demander quel est votre préféré? Et je vais le goûter. Alors moi, j'avoue que je suis assez fan du Cool Kid. C'est celui avec de la fraise et de la banane. Je l'aime beaucoup parce que, je connais la qualité de cette banane qu'on trouve pas du tout sur le marché actuellement, du moins pas dans la GMS, juste parce que c'est un produit de trop grosse qualité, ça leur coûterait trop cher de le faire. Et ouais, j'aime beaucoup le Cool Kid.
Alors c'est bien noté et j'en profite maintenant pour retourner un peu sur votre business, sur le Dear Musli. Et une chose que je constate, c'est que vous avez une page Instagram qui est vraiment super. Je l'adore vraiment. Elle donne vraiment envie de déguster vos délicieux granola et vos muesli. Et cette page a beaucoup de succès. Et ici, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous utilisez cette plateforme. Vous êtes ambassadeur Instagram. Alors, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce qu'on devient un ambassadeur Instagram et comment est-ce que vous utilisez cette plateforme concrètement, peut-être en termes de fréquence, etc. Alors, d'abord pour le côté ambassadeur, ça s'est fait naturellement. Un jour, on regarde notre boîte mail et on reçoit un mail d'Instagram US qui nous dit on adore ce que vous faites les gars, voilà, on compte avoir 2 ambassadeurs en Europe, un en Asie et quelques-uns aux États-Unis. Est-ce que ça vous dirait d'être l'un des 2 ambassadeurs? Et bien sûr, nous on a sauté sur l'occasion. Et au début, on pensait que c'était une blague. Et ils nous disent non, vas-y, on va se mettre un groupe call. Donc on s'est mis sur le chat. Et il y avait 20 personnes. Vous savez comment c'est les groupes comme Instagram, il y a beaucoup de monde. 20 personnes sur le chat avec qui on était en train de parler. On s'est dit wow, c'est vraiment vrai. Et je crois c'est une semaine et demie après, ils étaient sur Paris et on a filmé pendant 3 jours. Et c'était vraiment cool. L'équipe super sympa, super expérience. Et donc ouais, ça s'est fait assez naturellement. Ensuite, nous, pour notre façon d'utiliser la plateforme, il y a plusieurs choses qu'on prend en compte. On essaye de prendre en compte un peu les statistiques qui nous sont données. Dès qu'on a un compte pro, il y a pas mal d'informations sur les moments où on a le plus d'audience. On est vraiment des fans du produit. On est des vrais fans du produit et du coup, on essaie vraiment de le mettre en avant. Et à côté de ça, on essaie quand même de raconter une histoire qui est humaine à travers nous, à travers nos collaborateurs, à travers un peu tout l'écosystème Dear Musli. Donc, enfin, une façon d'utiliser, c'est de se dire, voilà, on va essayer de poster au moins 1 fois par jour. Quand on a du contenu de qualité, on peut le poster 2 fois par jour. Donc, ça va être 1 fois le matin, 1 fois en plus en fin de journée. Et après ça, on va aussi se concentrer pas mal sur la story Instagram, où on peut se lâcher un peu plus et où on peut raconter autre chose. Après, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est qu'on a The Musli Boys, le Instagram The Musli Boys. Et sur celui-là, on va plus raconter la vie des fondateurs, on va raconter un peu justement ce qu'on fait à côté pour pouvoir d'une part faire respirer Dear Musli et deuxième part raconter un peu de notre vie d'entrepreneur. Ce qu'on aimait beaucoup avec ce qui se fait aux États-Unis, c'est que ils partagent énormément de choses en fait. Ils partagent leurs bons moments, ils partagent leurs mauvais moments et c'est pas pour rien que tous les francophones, quand ils veulent avoir de l'expérience sur les erreurs à ne pas faire, ils vont regarder des bouquins américains. Et c'est parce qu'en fait, en France ou dans les pays francophones, très rarement, on partage en fait, ça se fait un petit peu plus maintenant, mais on partage en fait nos expériences, nos mauvaises expériences. Donc c'est très difficile, c'était très difficile en tout cas à un moment d'aller trouver ce genre d'informations parce qu'il y a cette honte un peu d'avoir raté, il y a et ça, c'était un gros souci. Et nous, on a été éduqués, c'est vrai, avec la culture française. Après, c'est vrai qu'on est parti faire nos études aux États-Unis, Dico et moi. Sylvain est déjà américain. Et c'est sûr que ça nous tenait à cœur, nous, dès le début de notre aventure, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais de partager, en fait, les bons moments, les mauvais moments et aussi les plaisirs et les choses qu'on aime faire. Donc, voilà. Donc, on a 2 comptes Instagram. On a dearmusli.com, Dear Musli, et on a le compte Instagram Musli Boys. Voilà. C'est génial et on reviendra d'ailleurs sur les bons moments et les mauvais moments après. Je suis vraiment trop d'accord avec ça et d'ailleurs j'encourage vraiment cette initiative. J'adore vraiment vos pages Instagram et avant de commencer de partir dans votre aventure, est-ce que vous avez un petit conseil rapide à donner à un entrepreneur de la tribu digitale qui voudrait lancer une page Instagram à partir de rien, un petit truc à prendre en compte peut-être? Ouais. Si tu veux lancer ta page à partir de rien, moi ce que je conseillerais c'est déjà de suivre différentes personnes. Je pense qu'il y a toujours certains influenceurs à suivre qui vont te donner un peu une patte sur laquelle tu peux un peu t'inspirer pour aller plus loin. Et ensuite créer du contenu. C'est-à-dire ce que je ferais, c'est je créerais, je sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines de contenu. Et c'est un truc que je ferais maintenant avec très peu de moyens. Je crée 2-3 semaines de contenu et puis après au fur et à mesure je poste. Et quand je poste, je vais commenter sous un peu
tous les autres comptes Insta. J'essaie de créer de la conversation avec différentes personnes. J'essaie d'échanger au maximum en privé, etc. Enfin, en fait, j'essaie de créer une communauté, mais pour créer une communauté, ça vient pas comme ça. Il faut pouvoir communiquer avec ces communautés, il faut pouvoir avoir un dialogue avec ces communautés, et elle passe par les commentaires qu'on va passer sous les photos, elle passe par les likes, elle passe par la création de contenu, elle passe par le give, et le give pour nous, c'est parler tout simplement en story, ne pas avoir peur au début quand tu pars dans une story, vous allez être 2, puis la fois d'après vous allez être 3, puis vous allez être 10. Etc. C'est vraiment de partager un maximum avec son audience. Wow, c'est génial. Tribu Digital, gardons ça à l'esprit. Give, c'est donner, c'est partager. Ouais. Merci beaucoup pour ça, Bakang. Alors, Tribu Digital, on prend bien note. On va maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Bakang, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors, Bakang, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, ou en tout cas que vous vouliez lancer un projet en solo? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Alors, c'est marrant parce qu'on avait cette conversation il n'y a pas si longtemps que ça, avec des potes et avec Dicom et Sylvain. En gros, on s'est dit qu'on a tous un point en commun, enfin pour beaucoup, c'est qu'on était entrepreneur avant de l'être officiellement. Moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, je vendais déjà des paires de baskets à mes potes au quartier, etc. Donc j'avais déjà cette idée j'ai toujours eu cette mentalité de transformer ce que j'avais autour de moi et de faire de l'argent avec. Donc j'avais déjà eu cette première expérience. La deuxième expérience que j'ai eue, c'est quand Barack Obama allait devenir président pour la première fois. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai moment historique. Je crois que j'étais au Canada à ce moment-là. J'avais acheté son t-shirt de Barack Obama. Il y avait son visage. Je rentre à Paris et en gros, tout le monde me demande, wow, où est-ce que t'as eu ce t-shirt là? C'est trop cool, machin tout. Et je dis, franchement, il m'a coûté 30 €. Voilà, j'ai ramené du Canada. Oh, j'aimerais trop l'avoir, etc. Le t-shirt m'avait coûté $15, un truc comme ça. Et donc je dis wow, tu vois, il y a un vrai truc, et j'appelle mon cousin et je lui dis hey, écoute, je crois qu'il y a un truc à faire avec les t-shirts Barack Obama. T'as pas un link up, un contact en Chine? Et effectivement, il avait un contact en Chine, donc j'envoie mon t-shirt en Chine. Très rapidement, il fallait qu'on aille très très vite parce que c'était avant qu'il soit juste avant. Fallait profiter de ce truc-là, donc on fait les t-shirts, ils nous les envoient et on a commencé. Enfin, ils sont partis, mais comme des petits points. Ils sont partis comme des petits pains. Donc le t-shirt, il coûtait, je crois, il nous coûtait 6 €, et nous on le vendait 35 €. Donc on a fait venir à peu près, je crois, c'était 2500 t-shirts, un truc comme ça. Wow, vous avez déjà ça dans le sang, c'est clair. Et donc vous avez créé une entreprise autour de ça, ou bien c'était juste la première connexion avec la vente, avec l'entrepreneuriat? Non, c'était la première connexion, pas d'entreprise. C'était fait sous le manteau. Voilà, exactement. Donc, excellent. Finalement, voilà. Pour la suite, donc pour Dear Musli, est-ce qu'il y a eu, la décision a été plutôt prise facilement aussi de vous lancer avec votre frère et votre ami Sylvain? Vous étiez employé à ce moment-là, ou bien vous étiez déjà dans un autre? Non, on était employé, on avait un travail d'étudiant, et l'idée c'était vraiment de se dire, en fait ça s'est fait très naturellement pour Dear Musli, c'est que on avait déjà les produits, on les consommait déjà. Sylvain faisait ses recettes, et nous on faisait les nôtres. Quand on s'est rencontrés en fait autour du fait que, c'était un des seuls avec nous à venir avec ses propres recettes. On a commencé à les vendre à nos collègues, donc à Abercrombie, et ça a vraiment vraiment pris très rapidement. Pour donner un exemple, le matin, il y avait des fois des queues de 20 personnes qui attendaient d'avoir leur recette les jours de livraison. Donc ça faisait vraiment pas mal sens quand tout le monde nous a dit allez-y, faites un truc pro, lancez-vous vraiment. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé la technique du Lean Startup, c'est que on a testé en fait, c'est que c'était nos amis, on voulait savoir, on était cool, c'était validé par nos amis, maintenant on voulait savoir si on pouvait valider par des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On a fait la page Instagram juste pour ça, on a posté quelques photos, pas énormes, et on a commencé à avoir de l'attraction. Et on a livré directement, je crois la semaine d'après, on a commencé à livrer nous-mêmes. On s'est divisé Paris en 3. Et on parlait avec les gens qui consommaient nos produits, etc. Et au fur et à mesure, ça a été très, très, très naturel.
on peut dire que c'est Dear Musli qui est venu à nous et pas nous qui sommes allés à Dear Musli. Ouais, excellent. Et Tribu Digital, c'est un magnifique cas d'école ici. La validation, c'est vraiment quelque chose de clé. La création, il faut pas attendre. Si vous avez une idée, un produit, allez le mettre sur votre entre guillemets marché, allez le tester. On parle de MVP, c'est le minimum viable product si je me trompe pas, et c'est comme ça que vous saurez si votre idée va marcher. Merci beaucoup pour ça, Bakang. Alors, on a parlé des bons moments, des mauvais moments que vous partagez, notamment dans vos histoires sur Instagram. Alors ici, j'aimerais bien que vous nous emmeniez peut-être dans votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce moment-là ou dans un de ces moments et nous le raconter et peut-être nous dire comment vous l'avez surmonté? Je pense que l'un des pires moments qu'on a pu avoir encore pour le moment, c'est celui de la livraison. En fait, on a eu une livraison qui a été faite au mauvais endroit. Il y avait 5 tonnes. On était 5. Et en gros, on avait une grosse livraison à faire pour Monoprix, qui est donc un grand groupe GMS. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a pris presque la moitié de la journée pour transporter les 5 tonnes du lieu où elles avaient été livrées à notre labo. Et du coup, ça a décalé pas mal de choses et on avait vraiment peur de pas être dans les temps pour faire cette première livraison, ce qui fait qu'on a fait une semaine de nuit blanche presque au labo à produire. Donc ça, c'était vraiment une des pires. Après ça, c'est plus l'adversité, on va dire, au jour le jour, c'est d'apprendre à être un bon manager, de continuer à travailler sur la culture de l'entreprise, à l'améliorer, à être toujours à l'écoute de ses employés et de faire en sorte qu'ensemble, en équipe, on puisse vivre vraiment dans une atmosphère, dans une ambiance qui nous plaît et dans laquelle on s'épanouisse. Et à l'inverse, est-ce que vous avez vécu ou connu peut-être un moment d'illumination, une idée géniale qui a peut-être fait basculer les choses en votre faveur, un concept ou un processus qui tout d'un coup, waouh, vous avez pivoté ou le business a fleuri et a décollé? Est-ce que vous avez une histoire comme ça à nous raconter? Pas vraiment. On n'a pas vraiment pivoté. Je pense que le wow arrive très bientôt justement avec cette nouvelle formule qu'on va proposer. Donc on est persuadé que le futur c'est la personnalisation. Je pense qu'on va en voir dans tous les domaines. On le voit déjà dans l'automobile, on le voit dans énormément de domaines et c'est pas normal. Je pense que dans la food ça ne soit pas encore le cas, sachant que ça permet aussi d'éviter le gaspillage parce que tu prends seulement ce dont tu as besoin. On t'en fait pas plus et on n'en fait pas moins. Donc, je pense que c'est ça. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas eu trop d'illumination. On a eu des moments exquis, géniaux, des moments de joie extrêmes. Et ces moments-là, c'est souvent quand, je sais pas moi, c'est les premières fois en fait, souvent. La première fois qu'on a vu nos produits dans un Monoprix, c'était un moment génial. La première fois qu'on a fait une prestation avec nos triporteurs, c'était un moment génial. Enfin, c'est plein de premières fois en fait qui nous. Ah bah oui, le triporteur, ça c'est un super tournant aussi, ça non. Vous pouvez vous balader avec vos produits et les servir carrément dans la rue. C'est ça, hein. Franchement, le triporteur, c'est nous ce qu'on appelle c'est du marketing rentable. Parce que derrière, en fait, nous à la base, on voulait avoir un café shop, donc avec servir du muesli, etc. Puis on n'avait pas les moyens de le faire. Et toujours dans cette optique de Lean Startup, on s'est dit comment on peut faire, quel peut être le chemin le plus rapide pour nous pour avoir un coffee shop. Et c'était le triporteur. Et ça s'est révélé être une super idée parce que du coup, c'est vraiment très très rentable. Et en plus de ça, ça nous permet de dialoguer avec nos clients, ça nous permet d'avoir un vrai retour d'expérience et leur proposer une expérience encore plus poussée, parce que du coup on leur montre comment faire le granola, le muesli et ils partent avec. Alors Bakang, si vous pouviez résumer là ou les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience d'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Alors je dirais ça dépend de l'avancée. Est-ce qu'on parle à des gens qui commencent ou est-ce qu'on parle des gens qui sont déjà dedans? Ah, c'est
C'est une bonne question. Je pense que beaucoup de nos membres de la tribu digitale sont des employés, des gens qui ont un rêve et qui aimeraient bien se lancer. Mais on a aussi des entrepreneurs qui cherchent peut-être un tournant, une inspiration. Donc, je vous laisse peut-être vous adapter à ça. Ok, ça marche. Ça n'aide pas. En fait, pour les premiers, du coup, ceux qui sont encore employés et qui ont une idée à la tête, je leur conseille de vraiment tester et quand on dit produit minimum viable, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le sens où avec très 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 peu d'argent, il y a énormément de possibilités de faire quelque chose, que ce soit pour une application, donc quelque chose qui paraisse comme digital, qui est de toute façon transformé par une expérience qui va être physique à un moment. Ce que je conseillerais, c'est de vraiment tester le plus rapidement possible. Et tout ce qui t'empêche de commencer, c'est quelque chose que tu dois mettre de côté. Donc, ça veut dire que t'es pas encore à ton produit minimum viable. À partir du moment où tu arrives à ton produit minimum viable, tu dois pouvoir le tester avec très très peu et retranscrire l'expérience que tu veux donner. Et à partir du moment où cette expérience, bien évidemment, est validée, tu peux aller plus loin. Mais cette validation d'un produit très très simple est extrêmement importante parce que d'une part, elle va valider ton ego, entre guillemets, parce que finalement, on a aussi un ego, de se dire, OK, t'as fait quelque chose, c'est validé, tu peux y aller. Et en plus de ça, ça valide l'idée, ce qui fait que tu vas pouvoir la déployer ensuite un peu plus facilement en ayant un retour d'expérience plus rapide et plus concret. Ça, c'est pour les premiers. Pour le deuxième, donc ceux qui sont déjà entrepreneurs, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je suis en train aussi d'apprendre. Ça fait pas très longtemps que je suis entrepreneur, ça fait seulement 3 ans qu'on existe. Mais je dirais que un retour d'expérience rapide, il faut vraiment prendre soin de ses employés, ses collaborateurs, de pas rester trop loin, même en temps, de gros business et toujours réfléchir à trouver une façon d'améliorer leur quotidien, ton quotidien et en fait toujours réfléchir à comment améliorer la culture d'entreprise puisque finalement elle est clé, c'est la clé du succès de la boîte quoi. Merci pour ça, Bakang, et c'est tellement vrai. Tester, valider, tribu digitale, c'est une étape simple, mais tellement importante. Et le fait de prendre soin de ses collaborateurs, c'est encore plus important. Nous sommes tous, on est des êtres humains, et c'est nous la ressource la plus importante. Ça, c'est, moi, je prends note de tout ce que vous me dites, Bakang, et on est arrivé à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale, et vous me répondez en allant à l'essentiel. Ça marche. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti alors. Quelle est votre définition du succès? Heureux, famille, voyage. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour qui vous aide? Ouais. Matin, méditation, pompe. Ensuite, je vais au boulot et quand je peux, je finis avec du sport. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Il y a un livre que j'aime bien, il s'appelle Mindset par Barbara Weck et il est bien en fait parce que il te permet de prendre du recul sur tout et de reconceptualiser ta façon de réfléchir et du coup te permet d'être beaucoup plus efficace sur pas mal de sujets. Mindset. Excellent. Mindset, c'est bien noté. Quels outils ou applis, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Slack et Trello, les deux, j'aime beaucoup. Alors, en dehors des granolas et des muesli, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Alors, il y en a pas mal. Moi, je pense qu'il y a vraiment... je suis quelqu'un quand même... Je suis assez produit. Donc, je pense beaucoup... J'aimerais bien améliorer les conditions des femmes. Il y a des choses que je trouve pas très, très normales. Par exemple, comment on appelle ça? Les lingettes féminines. Je pense qu'elles devraient être accessibles à tous, à toutes, du coup, et elles devraient être disponibles sur les lieux de travail et gratuitement et dans les hôtels. Voilà, je suis très très produit et il y a pas mal de choses à faire, je pense, même sur par exemple la personnalisation et le sur-mesure. Je pense que c'est un business model qui est duplicable à énormément de produits.
Ouais, il y a énormément à faire et Tribu Digital, prenez bien note aussi. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors Bakang, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous peut-être différemment? Ou quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Ça serait trop facile. À 18 ans, j'étais en train de partir à l'étranger. Alors du coup, j'ai envie de lui dire, vas-y, fonce, apprends plus de langues et ah oui, j'aurais quand même donné un conseil. Je lui aurais dit, essaye de sortir un peu plus dans l'univers, enfin dans le monde des start-upers. Voilà, à 18 ans. Je leur ai conseillé de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller voir un peu ce qui se passe chez les start-upers. Tribu Digital, ça c'est tellement vrai, sortir de sa zone de confort et dans ce cas-ci, c'est vrai que d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde de ceux qui lancent des entreprises, des innovateurs, de ceux qui finalement changent le monde, c'est peut-être quelque chose qui va faire la différence pour vous. Bakang, un tout grand merci. On est arrivé à la fin de l'épisode et merci du fond du cœur d'avoir partagé. Merci de m'avoir accueilli. Bah oui. Ouais, c'est cool. Le plaisir était pour nous. Et Tribu Digital. Le plaisir était pour moi. Ah bah voilà, c'est un plaisir partagé et j'espère que ça l'est aussi pour la Tribu Digital et je vous regarde, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Bakang vous inspirera à faire le grand saut. Alors Bakang, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou bien qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Alors je leur donnerais Google. Google est votre meilleur ami. Aussi bien pour l'inspiration, il y a Google, il y a YouTube, il y a Facebook et il y a les podcasts comme le tien qui viennent au fur et à mesure débloquer. Et après, le dernier déclic, c'est faire le premier pas en fait. C'est vraiment se dire, ok, je suis tout seul, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Dans mon coin, je vais faire mon premier pas. Et des fois, c'est important d'être seul, décisionnaire de sa vie. Et puis, il faut y aller quoi. Il faut y aller. Il faut y aller, tout est dit. Bakang, vraiment encore merci. Alors avant de nous quitter, dites-nous seulement comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Ok, alors du coup, pour nous suivre, surtout pour tout ce qui est routine, entrepreneuriat, etc., c'est @muesliboys sur Instagram. Et pour suivre l'aventure Dear Muesli aussi, dans laquelle on communique énormément, il y a Dear Muesli sur Facebook et Instagram. Et bien évidemment, faites un tour sur notre site internet www.dearmuesli.com. Tribu Digital, vous venez d'entendre Bakang Tonje partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Bakang dans la barre de recherche. C'est BAKANG. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Bakang sur www.dearmuesli.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux Instagram et Facebook. On mettra toutes les références aussi sur la page. Bakang, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Ça marche. Au revoir. Merci à vous les gars. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Bakang. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram, @RevoDigital et Facebook, /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste Apple Podcasts ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!